L'horrible meurtre de Loretta Tebak Botki se déroule le 4 avril 1991 dans la cuisine de sa maison d'Arlington Heights. Neighbors say they're shocked by such a violent crime in this quiet neighborhood. This is a nice, quiet neighborhood, and you wouldn't think something like that, but it can happen anywhere, but I don't know, it's just terrible. Quelques heures plus tard, la police vient frapper à la porte de Donnie Rudd. La police est venue interroger Donnie. Il se trouve que Donnie connaissait bien la victime. Loretta était une décoratrice d'intérieur de Chicago qui était en conflit avec l'un de ses associés lorsqu'elle a rencontré Donnie. Elle a engagé Donnie pour qu'il l'aide à résoudre ce litige. Il était évident pour sa famille que Donnie s'intéressait déjà de très près à Loretta, sa nouvelle cliente. On était en train de dîner et il parlait de Loretta sans arrêt. Plus il parlait, plus on se disait que ce nom-là revenait bien trop souvent. Ma mère était inquiète. Elle craignait au départ qu'il puisse avoir une liaison avec Loretta. Non pas qu'elle ait des preuves, mais à cause du passé peu glorieux de Donnie. Il se passe bien quelque chose entre Donnie et Loretta, mais pas ce que craint Diane. Donnie a dit à Loretta, qui avait déposé un recours en justice contre son ancien associé, qu'elle avait gagné 800 000 $ de dommages et intérêts. Loretta était ravie, mais elle attendait de pouvoir toucher cet argent, et les mois ont passé. Le temps passe et toujours pas d'argent à l'horizon. Donnie a une explication, à laquelle il a déjà eu recours par le passé. Il a dit qu'il avait un cancer et qu'il était hospitalisé pendant quelque temps. Loretta a fini par vraiment s'énerver et elle l'a menacé de porter plainte contre lui. Il a certainement essayé de l'en dissuader et Loretta a accepté de s'entretenir avec lui avant de déposer sa plainte. Le 3 avril 1991, Donnie rend visite à Loretta. D'après la famille de Loretta, il affirme que son argent va lui être transféré le lendemain après-midi. Mais le lendemain, au lieu de toucher une grosse somme d'argent, Loretta Tebak Botki est assassinée. The only thing authorities have ruled out so far is Mrs. Botke's husband, Robert. He discovered his wife on the floor of their townhome condominium when he returned from work. She'd been shot in the head. There was no forcible entry to the home. It appears that whoever was in there was left in. La police a interrogé le voisinage. Un voisin a déclaré avoir entendu un grand bruit venant de chez Loretta à environ 15h20. Pour la police, c'est probablement les coups de feu meurtriers. Mais il y a plus. Deux voisins rapportent avoir vu un homme avec une mallette entrer chez Loretta. Ils disent aussi avoir vu une voiture partir autour de 15h30, après les coups de feu présumés. Ils ont aussi rapporté avoir vu une voiture au domicile de la victime portant les plaques d'immatriculation « Monsieur Immobilier ». La police se rend donc au domicile de Monsieur Immobilier quelques heures après la découverte du corps. Donnie déclare être allé chez Loretta plus tôt dans la journée, mais ne pas être impliqué dans son meurtre. Il ne nie pas lui avoir rendu visite. Il ne nie pas non plus avoir discuté du dossier et être parti. Mais selon lui, elle était bel et bien vivante à ce moment-là. Donnie affirme être parti à 3 heures de l'après-midi, 20 minutes avant qu'un voisin n'entende ce qui ressemble à des coups de feu. Et 30 minutes avant que d'autres voisins déclarent avoir vu sa voiture dans l'allée. Ils ont fouillé la maison. Ils ont pris les bottines de Donnie qui traînaient et pas mal de choses. Ils ont demandé à Donnie s'il avait des armes à l'intérieur de la maison. Donnie a répondu « Oui, je vais vous les apporter ». Alors il a pris tout un tas d'armes qu'il a montées à l'étage et il a vérifié qu'elles n'étaient pas chargées en disant « Voici mes armes ». En les manipulant toutes? En les touchant toutes. La police lui a dit « On va vous faire un test pour voir si vous avez des résidus de poudre sur vous ». Et il a répondu « Quoi? Vous me demandez ça alors que je viens de manipuler toutes ces armes ?» Un test pour voir si Donnie avait des résidus de poudre sur les mains aurait pu déterminer s'il avait tiré avec une arme à feu ce jour-là. Mais il aurait été effectif si Donnie l'avait réalisé avant de manipuler toute sa collection d'armes à feu. Donnie avait rédigé tout un tas d'articles sur les résidus de poudre et il avait fait des études de droit. C'est un sujet qu'il maîtrisait.
La police compare les armes de la scène de crime avec les armes à feu de Donnie. Aucun de ces projectiles ne correspondait aux armes que possédait Donnie. Ils n'ont jamais trouvé l'arme qui a tué Loretta. Mais lorsqu'ils creusent dans le procès où Donnie a défendu Loretta, les policiers découvrent une chose surprenante. Donnie n'a pas seulement mis du temps à obtenir les 800 000 $ d'indemnité. Il n'a en réalité jamais gagné ce jugement. Et les enquêteurs apprennent que ce n'est pas la première fois que Donnie raconte à tort à un client qu'il a gagné un procès. Donnie a déjà suivi ce même procédé quelques années plus tôt. En 1981, un ingénieur de Chicago, Joe Massani, se remet d'une opération du cœur quand il imagine un appareil capable de mesurer la fréquence cardiaque. J'ai imaginé que si on avait une montre qui pouvait prendre le pouls, on pourrait simplement appuyer sur un bouton pour le prendre. Il conclut un marché avec une entreprise du coin pour faire breveter son invention. Il y a eu un litige entre Massani et l'entreprise. Massani engage Donnie Rudd pour assurer sa défense. Je lui ai dit combien d'indemnités on va leur demander. Il a dit 2 millions de dollars. Selon Massani, Donnie lui fait cette promesse alléchante, mais il n'entend plus parler de lui. Il a manqué plein de rendez-vous, il ne répondait plus aux appels. Et finalement, il a dit à sa secrétaire de m'appeler pour programmer telle ou telle chose. L'affaire traîne pendant des années. Mais Donnie finit par déclarer qu'il a obtenu des dommages et intérêts. Pas 2 millions de dollars, mais 40 000 $. Pourtant, il ne touche jamais ses indemnités. La société qui l'a poursuivi en justice est dissoute. Il n'y a plus personne à qui réclamer cet argent. Mais d'après Massani, Donnie lui propose de lui verser lui-même ses indemnités. Il m'a versé 25 000 $, en promettant d'obtenir les 40. Et il a gardé ça pour lui? Il a gardé ça pour lui. J'ai touché 25 000 $ en 2 ou 3 versements. Puis les versements ont cessé. Après ça, on a essayé de le faire radier du barreau. Massani poursuit ses accusations devant la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires de l'Illinois. Il ne s'agit que d'une allégation parmi d'autres qui vont étayer une plainte formulée contre M. Rudd. Les plaintes sont nombreuses. Un journal de Chicago publie même un article qui accuse Monsieur Immobilier d'être plutôt Monsieur l'escroc. Les accusations se ressemblent. Des promesses de grosses indemnisations, parfois à hauteur de millions de dollars. Puis des longues périodes de silence. Parfois l'excuse d'une hospitalisation de Donnie. Et celui-ci verse à ses clients de sa propre poche une partie de la somme promise pour les maintenir à distance. Il a menti pour être un grand avocat. Il a accepté des affaires qu'il ne pouvait pas gagner. Et quand il ne les gagnait pas, il disait qu'il les avait gagnées. C'est bizarre parce qu'il se comporte comme un escroc. Alors que c'est lui qui doit payer. C'est ça. C'est stupide. Mais lui veut être un grand avocat, capable de gagner n'importe quelle affaire. Avec toutes ces plaintes déposées, la carrière de Donnie est sur la corde raide. Le risque, si ça se reproduisait, c'était qu'il perde le droit d'exercer. En avril 1991, la police d'Arlington Heights apprend qu'au moment de sa mort, Loretta Tebak Botke menaçait Donnie de déposer une autre plainte contre lui, qui aurait pu le priver de ses moyens de subsistance. Il s'est rendu chez elle la veille de son meurtre. Il lui a dit « Je vais vous faire un chèque qui servira d'avance, et vous toucherez l'argent demain. » C'est un chèque de 9 300 $ émis du compte de Donnie à celui de Loretta, édité la veille de son meurtre. Son mari a vu le chèque le matin même, avant de partir en voyage d'affaires. Quand la police l'a retrouvé, le chèque avait disparu. Le mari de Loretta parle de ce chèque aux policiers d'Arlington Heights. Et ils ont l'intention de le retrouver. Ils ont pensé avoir retrouvé des morceaux de ce chèque déchiré dans la poubelle chez ma mère. Donnie a repris le chèque. Il a repris le chèque, il était sans provision. La police a assez d'éléments pour considérer Donnie Rudd comme le principal suspect dans une enquête pour meurtre.
Donnie Rudd, un homme au potentiel sans limite. Il était avocat. Au dire de tous, c'était un remarquable scientifique. Il travaillait sur plein de choses importantes. On était attirés par son monde. Mais Donnie avait des secrets. Il était soupçonné de meurtre, radié du barreau, et il a intégré le service de répression des fraudes. Diane a dit que sa nourriture était plus amère que d'habitude. Elle a pensé qu'il essayait de l'empoisonner. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que quelque chose ne collait pas dans cette situation. Était-ce un meurtrier ou une tête brûlée? Même quand son certificat de décès a été modifié, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Son certificat de décès indiquait un homicide. C'est Donnie qui conduisait. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? En seulement quelques années, Donnie Rudd est passé d'une position d'avocat accompli à Chicago au suspect dans une affaire de meurtre. Une ancienne cliente est exécutée chez elle au moment où, d'après la police, elle menaçait de démolir la carrière de Donnie. Ça surprend forcément beaucoup sa famille. Même si ses belles-filles, qui ont longtemps eu des soupçons et doutent de la véracité de ses récits, ont révélé ses infidélités. Mais était-il vraiment capable de commettre un meurtre? Qu'avez-vous pensé quand vous avez entendu qu'il était suspecté dans une enquête pour meurtre? Ça ne m'a pas surprise. C'est la violence du meurtre de Loretta qui m'a surprise. C'est comme si vous vous étiez dit, oui, c'est sûrement lui qui a fait le coup. Je me suis dit qu'il avait pu faire ça, oui. Ma mère pensait aussi qu'il avait pu faire ça. Comment elle a dit ça? Elle a juste dit qu'elle était inquiète, qu'elle pensait qu'il allait être arrêté, qu'ils avaient besoin de prendre un avocat. Diane nous a appelés pour dire que Donnie s'était mis dans de sales histoires et qu'elle avait besoin d'argent au cas où il serait arrêté ce soir-là pour le faire sortir. Je suis allé à la banque le lendemain et j'ai emprunté de l'argent. Je lui ai fait le virement. Je ne me suis pas bien rendu compte de ce qui se passait. Je ne m'en suis pas trop mêlé. Donnie est officiellement suspecté du meurtre de Loretta. Mais la police a besoin de plus pour l'arrêter. Ils vont enquêter sans relâche. Ils l'ont suivi, la police. Je me souviens de la police qu'ils suivaient. Je ne crois pas qu'ils essayaient de cacher le fait qu'ils étaient là. Ils voulaient que ça le mette mal à l'aise. Il est allé acheter quelque chose et les flics l'ont suivi. Il a fait des zigzags et il a appelé pour dire « Ouvre la porte du garage très vite ». Il est rentré et il a essayé de se faufiler en douce avant que les flics ne voient où il était passé. Il a voulu les semer. Ou les rendre fous dans leur filature. Ce n'était pas quelque chose qui l'inquiétait. Il jouait au chat et à la souris. Mais en novembre 1991, 7 mois après la mort de Loretta, Donnie et Diane sont assignés à comparaître devant un grand jury dans cette affaire de meurtre. Diane a fini ses études de droit et exerce désormais comme avocate. Le couple travaille alors sur la défense de Donnie. Donnie, après être parti de chez Loretta, est tout de suite rentré à la maison. Il a appelé ma mère en rentrant, donc il y avait des preuves sur les relevés téléphoniques. La police savait l'heure à laquelle Donnie était rentré chez lui. Ma mère a essayé de déterminer combien de temps il aurait pu mettre pour revenir afin de le disculper. Elle a cherché à établir un doute raisonnable, pour sa propre tranquillité d'esprit et pour l'avocate qu'elle pensait être. La procédure judiciaire devant le grand jury débute, mais au même moment, Diane est rongée par un tout autre problème. Durant une mammographie de routine en décembre 1992, les médecins décèlent une tumeur dans le sein de Diane. Mais heureusement pour elle, ça a été détecté tôt. Elle subit une mastectomie préventive et les médecins lui confient qu'elle est guérie à 99%. Lorsqu'elle est appelée à témoigner devant le grand jury, elle est la meilleure défense de Donnie. Elle a témoigné. Ma mère a détaillé la chronologie des événements pour mener au doute raisonnable. Il n'y a pas d'inculpation pour le meurtre de Loretta. Je crois que c'était difficile parce qu'il n'y avait pas d'arme du crime ou de témoins qui l'auraient réellement vu la tuer. L'enquête reste cependant ouverte. Les policiers considèrent toujours Donnie comme leur suspect numéro 1. Avec la menace d'une inculpation derrière eux et tous les drames survenus au cours des dernières années,
Diane pense qu'ils ont besoin de changer de décor. Ils ont décidé qu'il était temps pour eux de prendre un nouveau départ, de déménager. Ils ont voulu s'installer au Texas, d'où était originaire Donnie. Il reste malgré tout les clients en colère et la plainte en suspens pour fraude par rapport au brevet, du prix et fausse représentation. Encore une fois, Diane a un plan pour protéger Donnie. Elle le met à exécution devant un tribunal texan. Selon elle, il a souffert d'un trouble de la personnalité qui l'obligeait à accepter des contrats qui étaient perdus d'avance ou préjudiciables pour lui. Un juge du Texas accepte la requête. Ma mère est devenue son tuteur. Elle pouvait éviter à Donnie d'avoir à s'exprimer sur toutes ces affaires qui surgissaient à ce moment-là. Dans l'Illinois, la plainte auprès de la commission donne lieu à un procès durant lequel Donnie va devoir répondre sous serment à des questions détaillant ses transactions avec ses clients, et notamment Loretta Tebak Botke, la femme victime d'un meurtre. Donnie fait une autre proposition. Il demande lui-même à être radié du barreau. Vous pouvez demander au tribunal d'être radié, mais pour ce faire, vous devez reconnaître que si des charges sont portées contre vous, vous ne pourrez pas vraiment vous défendre. Vous vous ôtez le droit d'exercer parce que vous avez commis des faits contraires à l'éthique. La Cour suprême entérine l'acte et vous êtes alors radié. Les 2 dernières années ont été difficiles pour Donnie Rudd. Il a perdu sa licence de droit. Il s'est aussi déclaré en faillite. Mais il n'a pas été inculpé pour meurtre. Du moins, pas encore. Diane accepte un poste d'avocate au Texas au sein de la Resolution Trust Corporation, la société de gestion d'actifs appartenant au gouvernement qui a précédé la Federal Deposit Insurance Corporation. Et Donnie y travaille aussi. On est allé là-bas et il travaillait aussi à la RTC. Il fait l'objet d'une enquête pour meurtre, il est radié du barreau en tant qu'avocat et il fait son retour à la répression des fraudes pour la RTC. Dans une organisation gouvernementale, c'est savoureux. Ah oui, oui, c'est très intéressant. Mais avant de retrouver un semblant de tranquillité au Texas, de mauvaises nouvelles font leur apparition. Le 5 mai 1995, on diagnostique à Diane une violente rechute de son cancer du sein. Ça a été dur parce que ma mère n'a jamais accepté le fait qu'elle allait mourir aussi facilement. Son cancer était revenu, on lui avait annoncé qu'elle allait en mourir et elle en avait toujours eu peur. Et elle devait maintenant s'occuper de l'avenir de Donnie. Il y a de nombreuses années, Donnie a perdu tout contact avec les 4 enfants qu'il a eus avec sa première femme, Louane. Mais Diane propose alors à Teresa, la fille de Donnie, de vivre avec eux, de reprendre contact et de l'aider. Elle m'a dit tout net qu'elle allait probablement mourir et qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de mon père et fasse le ménage dans ses affaires. Elle espérait vraiment que je sois cette personne. Mais j'avais 23 ans et il était dur à gérer. Donnie ne calmait pas le jeu. Il m'a envoyé une lettre dans laquelle il écrivait que je devais composer le numéro de téléphone de quelqu'un au New York Times. Il disait qu'il détenait une info au sujet de l'affaire Whitewater et que je devais appeler ce journaliste d'une cabine téléphonique. Il prétendait pouvoir faire tomber Hillary et Bill Clinton. Je n'ai pas appelé de cette cabine téléphonique. Donnie était en roue libre. Il s'était rasé la tête, il avait dit à tout le monde qu'il avait un cancer, il marchait avec une canne. C'était surréaliste. Pendant ce temps-là, Diane s'inquiète profondément de la rechute de son propre cancer. Elle souffrait d'un cancer au sein hormonosensible, alors elle ne pouvait pas prendre des œstrogènes. Il y avait des indications très claires encadrant ce qu'elle pouvait faire ou non. À un moment donné, il a fait des recherches sur l'effet des œstrogènes sur le cancer. Diane a dit que quand on lui préparait à manger, c'était plus amer que d'habitude. Elle avait l'impression qu'il mettait quelque chose dans la nourriture. Elle a même pensé qu'il essayait de l'empoisonner ou d'aggraver son cancer. Oui. Ça peut paraître bizarre, mais je me rappelle l'avoir accompagnée chez son oncologue. Donnie était assis. Elle était en train de se faire ausculter et elle a dit au Dr Jones que Donnie mettait des hormones dans sa boisson énergétique.
Elle a dit, il essaie de me tuer. Il était assis juste à côté. Donnie était à côté. Il est resté impassible. Le docteur Jones m'a dit, est-ce que je peux vous parler? Il m'a demandé ça et une fois dehors, il a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, je sais pas. Je sais pas trop. C'est ce qu'elle dit, lui dit le contraire. Mais je vais vous dire une chose, quand on va partir d'ici, elle va rentrer chez elle avec lui. Je vais continuer de vivre avec cet homme, même si je sais qu'il essaie de me tuer. Je vais vivre avec cet homme, oui. Et lui, il est resté assis là. Les filles de Diane essaient de lui faciliter la vie pendant ce moment difficile. Elle voulait travailler aussi longtemps que possible. C'est ce qui la rendait vraiment heureuse. Alors on s'est relayé pour l'accompagner à ses séances de thérapie et pour veiller sur elle. Mais elles ne peuvent pas la protéger de ses vieux problèmes qu'elle connaît par cœur. Elle a découvert dans le courrier le reçu d'une bijouterie. Je la revois pleurer en me disant « Il pourrait quand même attendre que je sois morte pour faire ça. » Diane ne reste pas muette par rapport aux agissements de Donnie. Can I tell you we found out he's got another girlfriend? Good old Donnie. Couldn't even let me get cremated in peace. Just want to send it on Houston. C'était triste parce que, même s'il ne voulait pas être un aide à domicile, il aurait pu se contenter d'être là et elle se serait sentie aimée. Mais non, ça n'a pas été le cas. Les enfants de Diane finissent par la convaincre de retourner vivre auprès d'eux dans la banlieue de Chicago. Elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus prendre soin d'elle-même et en sachant qu'il ne s'occuperait pas d'elle. Et on a ramassé les morceaux. Ils emportent ce qu'ils peuvent et raccompagnent Diane dans l'Illinois sans dire à Donnie où ils vont. Mais Donnie n'en a pas encore fini avec Diane. Il avait appelé pour dire qu'il venait lui rendre visite. Elle a alors mis sa perruque et s'est maquillée. Elle avait la main qui tremblait et elle... Elle voulait se faire jolie pour lui. Elle voulait se faire jolie. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle avait perdu 45 kilos. Elle était très malade. Et pourtant, elle était contente qu'il vienne. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. C'est triste. Elle voulait juste savoir si tout ça avait valu la peine, s'il l'aimait vraiment. Il est arrivé et je suis allée préparer du thé. Quand je suis revenue, il avait ouvert sa mallette. Il voulait lui faire signer des trucs. Il était venu exprès pour lui faire signer des documents. Plein de choses. Quel genre de choses? Renoncer à la propriété de la maison, des certificats de propriété de véhicules. Alors j'ai dit, elle ne va rien signer. Elle est trop malade. Il a remballé ses affaires et lui a fait la conversation pendant 20 petites minutes avant de dire « J'ai mon vol de retour à midi ». Elle l'a protégé de sa vie, de sa réputation et de tout ce qu'elle avait. Elle s'est battue pour lui. Tout ce qu'il avait à faire, c'était lui tenir la main pour qu'elle puisse mourir en paix. Vous étiez avec elle quand elle est morte? Je venais de quitter l'hôpital. On était avec elle, on se relayait pour passer la nuit avec elle durant les dernières semaines de sa vie. On avait quitté l'hôpital 5 minutes plus tôt. Mon frère était avec elle. Il nous a appelés pour nous dire « Maman est morte ». Les funérailles de Diane se déroulent en juin 1996. Il s'est pointé sur ses béquilles et il est entré dans l'église en boitillant. Il avait les yeux pleins de larmes comme un veuf éploré. Il est venu chez moi et il m'a raconté à quel point il aimait ma mère tout en mangeant ce qu'il y avait là. Tout le monde était assis autour de lui. J'arrivais même pas à le regarder dans les yeux. Comment il pouvait raconter des trucs pareils? Quand il est parti, il est retourné jusqu'à sa voiture avec des béquilles. Il les a jetées dans le coffre et il a marché normalement jusqu'au siège conducteur. J'ai dit à Cindy, on n'arrivera jamais à se débarrasser de lui. La prochaine fois que les enfants de Diane reverront Donnie Rudd, il sera au tribunal, accusé de meurtre. La mort de Diane des suites d'un cancer à 59 ans en 1996 est bouleversante pour ses 4 enfants. Mais ils ont une maigre consolation. Ils vont enfin prendre leur distance avec leur beau-père, Donnie Rudd, qui a occupé malgré eux une place dans leur vie durant plus de 20 ans. C'est du moins ce que croient certains membres de cette famille recomposée.
On sera toujours liés à lui parce que mon père biologique est marié à la première femme de Donnie. Il y a toujours un lien parce que ses enfants sont comme nos frères et sœurs. Donc, on entend toujours parler de lui. En réalité, Donnie n'a pas discrètement disparu après la mort de Diane. Il a fini par obtenir la maison et une assurance vie. En revanche, elle nous en avait laissé une à nous aussi. Et il nous a envoyé des lettres en nous menaçant. Il m'a écrit qu'il allait me faire perdre mon statut d'expert comptable si je ne lui donnais pas l'argent. Il m'a écrit dans une lettre « Je vais te faire perdre ton statut et faire radier Laurie du barreau si tu ne fais rien ». La relation de Donnie avec sa fille Teresa devient aussi de plus en plus tendue. Avant de mourir, Diane a donné sa voiture à Teresa. Elle m'avait dit « Teresa, c'est pas grand-chose, mais je ne veux pas qu'il ait ma voiture quand je vais mourir parce qu'il a une liaison et j'aime ma voiture. Et les imaginer tous les deux se balader dans ma jolie voiture ensemble me met en colère. » Après les funérailles, Teresa se retrouve sur le même vol que son père pour rentrer au Texas. Je suis sortie de l'avion. Mon père, Donnie, m'a arrêtée. Il m'a dit « Il faut que tu trouves ce qu'ils ont fait de cette voiture. C'est ma voiture et je veux la récupérer. » J'ai répondu « Papa, en fait, Diane me l'a donnée, cette voiture. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu sa colère. Je n'avais encore jamais vu ça. Il me criait dessus en plein milieu de l'aéroport. Les enfants de Diane essaient comme ils le peuvent de poursuivre leur vie après les années gâchées par Donnie. Mais il y a une autre famille qui ne peut pas non plus oublier Donnie Rudd. C'est celle de Loretta Tebak Botke. D'après Louami Crowell, journaliste au Houston Chronicle, Stephanie, la fille de Loretta, était parfaitement au courant du désaccord entre Donnie et sa mère qui avait conduit au meurtre de Loretta. Elle pensait réellement que Donnie était responsable de la mort de sa mère. Alors, pendant des années, elle s'est efforcée de faire pression sur toutes les personnes qu'elle pouvait pour les convaincre d'enquêter sur lui. Elle n'a jamais abandonné. Apparemment, Stephanie voulait s'assurer que la police d'Arlington Heights n'allait pas refermer l'affaire à propos de la mort de sa mère. Je crois que chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, d'après ce qu'ont raconté les policiers, elle leur apportait des gâteaux ou autres. Et elle leur disait « N'oubliez pas ma mère ». Elle appelait également Donnie. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, elle lui écrivait un email, une lettre, ou bien elle l'appelait. Elle essayait de parler avec Donnie en disant « Je sais que tu l'as tué. Une partie d'elle est toujours avec moi et je n'oublierai jamais. » Mais Donnie, lui, poursuit sa vie au Texas. 5 mois après la mort de Diane, il s'est remarié. Mary a été sa 4e épouse. Ma femme et moi, nous étions à Washington au moment du mariage. On n'y a pas assisté. Selon un document du tribunal, Donnie raconte à sa nouvelle femme qu'il est un avocat à la retraite venu de Chicago, ainsi qu'un héros de guerre. Et il a une médaille d'honneur encadrée chez lui. Mary confie que Donnie lui offre plein de cadeaux coûteux et qu'il aurait fait d'importantes donations à des associations caritatives. Mais l'épouse numéro 4 va bientôt avoir une grosse surprise. D'après ce que je sais, ils sont allés à l'église dans laquelle Mary avait grandi et sa mère était là. Ils voulaient installer un vitrail avec une rose dans l'église et ça coûte quelque chose comme $1 million. Donnie s'est alors levé et a dit devant tout le monde « Je vais vous donner ce $1 million pour payer ce vitrail de rose. » Et puisqu'il ne pouvait pas fournir cet argent, finalement, il a pris des cachets et on l'a conduit à l'hôpital. Mon frère aîné est allé le voir à l'hôpital. Ils étaient sur le point de lui faire une IRM pour voir ce qui s'était passé. Mary, la femme de Donnie, est inquiète au sujet de cette IRM que doit subir son mari. Elle a dit « On ne peut pas faire ça à cause des éclats d'obus qu'il a dans la tête depuis le Vietnam. » Mon grand frère a répondu « Il n'a jamais fait la guerre, c'est totalement faux. » Elle a appris qu'il n'avait jamais reçu de médaille d'honneur, même s'il y en avait une d'accrochée au mur, qu'il n'avait jamais fait partie de la CIA, qu'il n'était pas un avocat à la retraite et qu'il n'avait pas possédé une compagnie pétrolière, et que c'était un avocat radié du barreau et fauché. En l'espace de 9 mois,
Ce mariage prend une affreuse tournure. Mary demande une ordonnance conservatoire contre lui. Il aurait commis des violences contre elle à 2 reprises, l'aurait suivi, et parfois en étant déguisé. Elle demande également l'annulation de leur mariage, au motif que tout ce qu'il lui a raconté est un mensonge. Le mariage est annulé en décembre 1999. Mais Donnie est déjà à la recherche de l'épouse numéro 5. Tout de suite après, il fait la rencontre d'une femme sur Internet. Et il se marie quelques mois plus tard, juste après l'annulation de son mariage avec Mary. Je crois qu'il lui a dit qu'il n'avait été marié qu'une fois avant elle. Je suppose donc qu'il lui a raconté d'autres choses qui n'étaient pas vraies. Donnie a 57 ans quand il se marie pour la 5e fois. Il a épousé Emma, et c'est son chien qui a fait office de témoin. Pas moi. C'était son affaire. On en avait marre de tout ça. La relation entre les frères jumeaux Rudd est énormément fragilisée au moment de la mort de leur mère en 1998. Le père de Donnie, âgé maintenant de 90 ans, vit tout seul, non loin de là. À un moment, juste après ça, Emma et Donnie sont venus chercher mon père pour soi-disant s'occuper de lui. Il n'y avait pas lieu de discuter. Ils ont fait ça sans nous consulter. Quelques semaines après que Donnie a commencé à s'occuper de leur père, il passe un coup de fil à son frère jumeau. On a eu un message sur notre répondeur. Ça disait « Papa est mort le week-end dernier et je l'ai enterré hier. » Or, juste avant de mourir, il a modifié son testament pour tout léguer à Donnie et faire de Donnie son exécuteur testamentaire. Il lui a en gros tout donné. Le timing entre l'installation de leur père chez Donnie, la modification de son testament et sa mort est bien entendu suspect pour certains membres de la famille de Donnie. Ça a fait naître beaucoup de questions. Je ne lui ai pas parlé depuis ce jour-là. Donnie a l'air d'avancer malgré tout. Il semble se réinventer à nouveau. Et au début du XXIe siècle, l'homme anciennement surnommé Monsieur Immobilier se fait appeler Dr Donnie. Il a dit qu'il était scientifique, qu'il avait un site internet qui répertoriait toutes ses découvertes et ses brevets. Je ne sais pas pour autant s'il a fait une école de médecine ou s'il a suivi une formation scientifique. Dr Donnie semble toucher un peu à tout. Son éventail va des startups technologiques aux soins miracles pour les animaux et à la recherche sur les cellules souches. Il est dur à suivre. On s'est dit, cherchons-le sur Google. Et quand on a vu ce qu'il faisait, on s'est dit qu'il se lançait dans quelque chose de totalement différent. En 2002, Donnie Rudd est engagé en tant que directeur scientifique et directeur de la propriété intellectuelle dans une société de biotechnologie située à Houston. Il intègre une société baptisée Regenetech. La société a un accord avec le gouvernement pour utiliser le matériel de la NASA afin de tester des cellules souches dans un environnement dépourvu de gravité. On les a cités dans des journaux nationaux et ils ont monnayé leurs publications concernant cette toute nouvelle entreprise. Donnie donne même des interviews en ligne au sujet de la technologie sur laquelle il travaille. Donnie est apparemment le cerveau derrière un traitement révolutionnaire contre le sida, de probables traitements contre le cancer. Mais une nouvelle implosion semble pointer à l'horizon. Donnie est bientôt accusé devant les tribunaux d'organiser une révolte au sein de l'entreprise Regenetech. Donnie nie les faits qu'on lui reproche. La société fait finalement faillite. Et sa 5e épouse découvre qu'en réalité, il n'est pas un riche héros de guerre. Son personnage s'est à nouveau effondré. Elle a tout découvert sur lui. Elle a découvert qui il était, oui. Pendant ce temps, dans l'Illinois, 10 ans après le meurtre de Loretta Tebak Botke, la police d'Arlington Heights tente toujours d'élucider l'affaire. Elle n'a jamais écarté Donnie du banc des suspects. Les enquêteurs s'intéressent également de plus près au passé de Donnie, notamment à la mort prématurée de Noreen, sa 2e épouse, qui a disparu en 1973.
La police, à ce moment-là, a aussi appris qu'il avait touché des indemnités d'une assurance qui, pour une raison inconnue, n'avait pas été passée en revue avant cela. Donnie Rudd a apparemment touché une grosse somme d'argent après la mort de Noreen. En apprenant cette information, les autorités tentent à présent de comprendre toute l'histoire. Le football universitaire, c'est comme la messe. Ça renforce notre communauté. On n'imaginait pas qu'il puisse arriver quelque chose de grave dans notre monde. Il y a un tueur parmi nous. C'est quelqu'un qui était jaloux de ses exploits sportifs. La plupart des victimes étaient des cheerleaders. Quand la police l'a interrogé, il a déclaré « La saison est foutue ». Ce n'est pas un simple meurtre, c'est un assassinat. Prolongation meurtrière. Tous les vendredis à 21h sur ID. Chez Bigard, notre métier, c'est de sélectionner les meilleurs élevages de plein air. Nous travaillons avec les éleveurs français proches de nos ateliers, pour une viande fraîche et savoureuse. Hachée et brochette de bœuf plein air, garantie viande bovine française, élevée en pâturage 5 mois par an minimum. Bigard, passion bouchère depuis 1968. Dans ces deux affaires, le mobile et la situation étaient différents. Mais à chaque fois, au centre de tout, il y avait un vieux puits. Quand on demande à ses enfants de cacher les preuves, on est vraiment une raclure. Beaucoup de vies ont été impactées. C'était tellement injuste. Mémoire de détective, ce soir à 21h sur ID. Je m'appelle Walter Schumacher. On m'appelle le sauveur d'abeilles. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il était normal. Le maillot ruche. J'élève seul mes 2 garçons et je sauve les abeilles. Tu me files un coup de main? Non. Il n'emploie pas la meilleure façon de le faire, mais la plus bizarre. C'est sûr, il a un truc avec les abeilles, mais il est dingue. Je vais te piquer avec ça. Ça va faire mal? Ouais, absolument. SOS Sauveur d'abeilles, tous les vendredis à 20h45 sur Discovery Channel. Cet appel sera enregistré. Quand le mensonge est en ligne. L'argent, le sexe et la cupidité sont au cœur de toutes nos enquêtes. Taisez-vous, et tout va bien se passer. Ils écoutent. La question est-ce que nous trouverons suffisamment de preuves pour boucler cette affaire? Écoutez bien, elle apporte l'argent. Quel argent? C'est un psychopathe. Faites-la disparaître. Elle est sérieuse? Ça fait froid dans le dos. Sur écoute, confession de détenu, tous les lundis à 21h sur ID. C'est dans notre sang. C'est du sérieux. Le besoin de voir. Le tueur est en liberté. De ressentir. C'est pas bon du tout. Il faut que ça s'arrête. D'aller là où d'autres n'iront pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Nous n'avons aucune preuve matérielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Que savez-vous de l'ADN? Cette sensation d'être sur un grand 8. C'est choquant et triste. Et de ne pas pouvoir descendre. Quelque chose de grave allait arriver. Je ne le savais pas. Et si c'était l'un de mes enfants? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Il était diabolique. Un monstre. Son affaire sera résolue. C'est ancré en nous. De véritables crimes. La justice a été rendue. Heidi. En 2012, cela fait plus de 20 ans que l'on a enterré Loretta Tebak Botki. Mais les enquêteurs d'Arlington Heights, dans l'Illinois, n'ont jamais renoncé à l'enquête et ne l'ont pas refermée non plus. Ils s'intéressent désormais à une autre mort suspecte, ce qui les ramène au 14 septembre 1973, lorsque la deuxième femme de Donnie Rudd, Noreen, meurt dans un accident de voiture. Quelques semaines après sa mort, Donnie a touché de l'argent de l'assurance suite à son mariage avec Noreen. En 2012, la police d'Arlington Heights met la main sur le dossier de l'assurance reliant Donnie et l'ancien employeur de Noreen, Quaker Oats. Elle a signé ce contrat et il a touché environ $120 000 quelques semaines après sa mort.
L'essentiel de l'argent vient d'une police supplémentaire du contrat, établissant le maximum qu'un employé pouvait souscrire. Donnie était l'unique bénéficiaire. Aujourd'hui, l'indemnité pourrait atteindre plus de 500 000 $. D'après Donnie, elle a souscrit à ce contrat parce qu'elle avait un rhumatisme articulaire aigu. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant de cette assurance. Mais la police commence à éplucher en détail les activités de Donnie après la mort de Noreen. Tout le monde pensait que Noreen était morte dans un tragique accident de voiture. On aurait pu s'attendre à ce que Donnie soit dévasté et en deuil. Mais très peu de temps après, il retourne vivre auprès de Diane. Les enquêteurs se demandent si les indemnités de l'assurance auraient été la raison cachée ayant poussé au meurtre. La police analyse attentivement la scène de l'accident. La visibilité était bonne, le conducteur du véhicule qui, selon Donnie, l'a obligé à faire une sortie de route, n'a jamais été identifié. Personne n'a été témoin de l'accident. Et la voiture de Donnie a été peu endommagée. On n'arrive pas à expliquer comment la portière s'est ouverte côté passager et pourquoi Donnie a replacé sa femme dans la voiture après ça. Les policiers contactent toutes les personnes qu'ils peuvent localiser, y compris les anciens membres de la famille de Donnie qui, souvenez-vous, ont joué les détectives amateurs durant leur adolescence. Peut-être que cela va payer aujourd'hui. Ils ont soudain eu l'air de prendre les choses au sérieux. Qu'ont-ils fait différemment? Ils ont interrogé plein de gens et ils ont récolté tous les détails. D'après ce que j'ai pu voir, ils ont tout vérifié. Pour la première fois, on avait l'impression que quelqu'un nous écoutait vraiment. Quand il est sorti avec cette fille et qu'il avait envoyé cette fausse assignation à comparaître à Glory, on l'avait gardé comme le chèque. On avait tout conservé de l'époque où on était adolescent, ce qui est assez fou. C'est très étrange. Les enquêteurs d'Arlington Heights contactent les anciens policiers de Barrington Hills qui se sont rendus sur les lieux de l'accident. Il s'avère qu'ils ont toujours eu des doutes concernant l'accident. Pour eux, quelque chose ne collait pas. Ils retrouvent également le médecin urgentiste qui a prononcé la mort de Noreen. Le médecin ne se souvient plus des détails de l'affaire. Il avait déterminé qu'une fracture de la colonne cervicale avait causé sa mort. Donc pour lui, il a certainement fait des radios pour en arriver à cette conclusion. Mais on ne retrouve aucune radio dans les dossiers de l'hôpital. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Et le rapport du légiste conclut que la mort était accidentelle. Personne n'a véritablement cherché ce qui avait pu provoquer la mort de Noreen. La police d'Arlington Heights demande alors à un juge de faire exhumer le corps. En février 2013, 40 ans après sa mort, Noreen Rudd est sortie de terre. Elle porte toujours la robe de son mariage avec Donnie Rudd. Ils ont exhumé le corps de Noreen et ils ont pratiqué une autopsie pour la première fois. Ce qu'on découvre est le contraire de ce qu'ont conclu les enquêteurs il y a des dizaines d'années, à savoir que ce n'était pas un accident, mais qu'elle avait reçu un choc traumatique violent à la tête. Cette fois, on détermine que ce sont plusieurs coups portés à sa tête qui ont causé sa mort. Contrairement à la cause de la mort trouvée à l'origine, l'autopsie révèle qu'il n'y a pas de fracture au niveau de la colonne cervicale de Loretta. Les résultats sont validés par 2 autres médecins légistes indépendants et tous sont d'accord. La mort de Noreen Rudd passe officiellement en homicide provoqué par un choc traumatique violent. Les forces de l'ordre doivent l'annoncer à sa famille, qui a toujours cru que sa mort était due à un accident. Pendant des années après les faits, Donnie Rudd avait rendu visite à la mère et aux sœurs de Noreen, sans jamais évoquer son autre femme ou la deuxième affaire de meurtre dans laquelle il était suspecté. Alors qu'elle est enterrée une nouvelle fois, la famille de Noreen décide de supprimer le nom de son mari, Rudd. Pourtant, les anciennes belles-filles de Donnie pensent que même ce nouveau fait ne permettra pas d'arrêter Donnie Rudd. Même après la modification de son certificat de décès, on s'est demandé pourquoi il ne l'arrêtait pas. Pourtant, le bon sens aurait supposé qu'après avoir établi qu'il s'agissait d'un homicide, et vu que Donnie était le seul à conduire le véhicule... Effectivement, oui. Pourquoi il ne l'arrêtait pas? Mais c'était Donnie. Et Donnie s'en tirait toujours.
La police d'Arlington Heights décide de se rendre dans le Texas. Il vit alors dans un joli quartier du sud de Houston. La police de Sugarland collabore en suivant les déplacements de Donnie. Et le 17 décembre 2013, les enquêteurs d'Arlington Heights confrontent Donnie Rudd. Ils l'ont abordé alors qu'il sortait d'une épicerie. Il avait acheté de la glace et ils lui ont demandé de les accompagner pour répondre à quelques questions. Les policiers proposent même de mettre son pot de glace au congélateur pendant leur discussion. Il est venu contre son gré et ils l'ont interrogé. Donnie a été plusieurs fois interrogé par la police au sujet de la mort par balle de son ancienne cliente, Loretta Tebak-Botke. Sa version n'a jamais changé. Mais cette fois-ci, les questions ne concernent pas seulement le meurtre de Loretta. Elles se concentrent sur la deuxième épouse de Donnie. Ils ont à nouveau interrogé Donnie sur la mort de sa femme, Noreen. Un enquêteur montre à Donnie la photo de cérémonie de fin de lycée de Noreen, prise quelques mois avant leur mariage. Donnie dit ne pas reconnaître cette femme. L'enquêteur doit lui préciser qu'il s'agit de sa femme décédée et même le corriger sur l'année de leur mariage. Donnie ne semble pas se rappeler non plus avec exactitude la nuit de l'accident. Il commence par déclarer que Noreen était morte à l'intérieur du véhicule. Selon sa première version, elle était morte au moment où elle avait été éjectée de la voiture, quand sa tête avait heurté une pierre. Il raconte enfin aux enquêteurs qu'il ne se souvient pas si elle était restée ou non dans la voiture. Au cours de l'interrogatoire, Donnie reconnaît avoir entretenu une liaison en même temps avec Noreen et Diane. Et il avoue même avoir couché avec Diane la veille de son mariage avec Noreen. Après plusieurs heures, la police remercie Donnie et le laisse partir. Certains ont l'impression que Donnie va enfin être arrêté. Et les années passent, les unes après les autres. Je savais qu'ils avaient exhumé le corps 2 ans plus tôt, et pourtant rien ne s'est passé. Cet homme a toujours réussi à s'en tirer. Tout juste 2 ans après l'interrogatoire de Donnie au Texas, la police d'Arlington Heights lui rend à nouveau visite. Et cette fois, pour l'arrêter. Quand ils lui ont dit qu'ils l'arrêtaient pour meurtre, il les a regardés en demandant lequel. Wow. C'était pour le meurtre de Noreen. This is Donnie Rudd. He is 73 years old and now charged with the murder of his wife more than 40 years ago. J'étais choquée. Vraiment choquée. On ne pensait pas qu'il serait arrêté un jour. C'était incroyable. Vous ne pensiez pas que ça arriverait un jour? Je ne pensais pas que ça arriverait. Il n'était jamais tenu pour responsable. Il se débrouillait toujours pour esquiver les problèmes. Alors, j'ai été surprise quand ils l'ont enfin arrêté. On ne savait pas s'il avait fait le coup ou pas, mais rien de ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là ne nous aurait surpris. Authorities have had their eyes on Donnie Rudd for a very long time because he was also named a suspect in the 1991 death of one of his clients, Loretta Terry Tabak. Donnie Rudd est extradé vers l'Illinois, conduit à la prison du comté de Cook et traduit en justice. The defendant moved back in with his girlfriend approximately a week after Noreen died. Le procureur cite non seulement le meurtre de Noreen, mais aussi le fait que Donnie reste suspect dans le meurtre de Loretta Tebak-Botke, avec qui il avait entretenu des liens. 2 of the victim's neighbors observed the defendant's car, a white compact car with vanity license plates Mr. Kondo, parked in Mrs. Tebak-Botke's driveway. L'avocat de Donnie déclare être surpris des accusations portées. You know, there was a coroner's inquest back in 1972 without any issues. They ruled it was an accident. Now we come back 42 years later and we have a first-degree murder charge. So. Donnie plaide non coupable. Le juge fixe une caution de 4 millions de dollars. Il va falloir que Donnie demande à quelqu'un de réunir tout cet argent. Une femme m'a appelé et voulait que je lui verse cet argent. C'était une de ses maîtresses. Elle a laissé un message sur notre répondeur et je ne l'ai jamais rappelé. Je ne voulais pas lui donner un centime. Donnie Rudd va-t-il rester derrière les barreaux? À ce moment-là, la plupart des gens qui le connaissent ne se font pas d'illusions.
Désormais âgé de 73 ans, Donnie Rudd est de retour dans la banlieue de Chicago. C'est là qu'il a auparavant changé le destin de toute une famille. Là aussi que sa jeune épouse est morte le long d'une sombre route de campagne. Il se faisait appeler Monsieur Immobilier, avant qu'on le rebaptise Monsieur l'Escroc. Il est suspect dans une enquête pour meurtre. Certains pensent que la loi va finir par rattraper Donnie Rudd. Il est accusé de meurtre, non pas de Loretta, mais de Noreen. La caution est fixée à 4 millions de dollars, et beaucoup se disent qu'il va languir en prison en attendant son procès. Mais encore une fois, il s'agit de Donnie Rudd. Donnie reste enfermé dans une cellule de l'Illinois pendant 9 mois. Mais ensuite... Quelqu'un a payé sa caution. Une femme? Oui. Et sa caution était de 4 millions de dollars. Ça fait... Une avance... De 10%, ça fait environ 400 000 dollars. C'est ça, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça ne vous a pas surprise qu'une femme le fasse sortir de prison? Pas du tout. Même avec une telle caution? Il y a toujours une femme. Pour le moment, Donnie est donc libre d'aller et venir. Et même si les filles de Diane ont tiré un trait sur les années passées auprès de Donnie, elles ne peuvent s'empêcher de repenser à ce curieux passé. Elles écrivent même un livre à ce propos. Et ce cheminement ravive toutes leurs vieilles questions et leurs doutes, ainsi que de nouvelles interrogations. Laurie passait en revue le dossier médical de maman quand elle est tombée sur un email. Cet email provenant de Donnie était adressé à maman et disait « Coucou, je finis tôt le boulot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? Si la police d'Arlington Heights la trouve, ils peuvent remonter jusqu'à moi. À tout à l'heure à la maison. » Donnie a envoyé un email à Diane en juillet 1995, 4 ans après le meurtre de Loretta Taback Botke. Et 2 minutes plus tard, ma mère répond « Moi aussi je t'aime, mais je ne sais pas de quelle arme tu parles. » On a lu ça et avec Laurie, on s'est dit « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Parce que bon, est-ce que c'est une preuve tangible? Est-ce que ça nous dit qu'il est impliqué là-dedans? Est-ce qu'il menace ma mère en disant « Tu sais quoi, tu es impliqué aussi ?» On en a conclu qu'on n'était pas enquêtrice et qu'on allait présenter ces éléments à la police pour qu'ils déterminent ce qu'il fallait faire. Elle livre alors l'échange d'emails à la police. Mais la correspondance entre leur mère et Donnie ne fait qu'augmenter l'inquiétude des sœurs quant à ce que leur mère savait réellement au sujet de Donnie. Je ne sais pas avec certitude si ma mère était au courant de son implication dans ce meurtre. Mais au-delà de l'aspect légal, sur le plan moral et éthique, si on couvre un crime, on devient complice. Vous pensez qu'elle savait? À l'époque, non. Mais quand j'ai repensé à tout ça, j'ai accepté un peu plus la réalité. C'est difficile de croire qu'elle ne savait rien et ça me rend triste. C'est quelque chose qu'avec mes sœurs, on a eu du mal à accepter. Ça a dû lui donner des états d'âme. Oui, je pense. Donnie Rudd est suspect dans le meurtre de 2 femmes. L'enquête sur celui de Loretta Taback Botke reste ouverte. Désormais libéré sous caution, Donnie attend son procès pour le meurtre de sa 2e femme, Noreen. Il nie toute implication dans la mort de l'une ou de l'autre. Donnie a refusé notre demande d'interview au regard de l'affaire judiciaire en cours. Mais son avocat nous a confié que des mensonges malveillants et des commentaires sournois sont véhiculés au sujet de Donnie, alors que c'est un scientifique et un homme d'affaires respecté, accusé d'un horrible crime qu'il n'a pas commis. Et tandis que des auditions préliminaires se succèdent pour l'affaire de Noreen, certains sont d'avis que le procès ne verra peut-être jamais le jour. Quelle est sa stratégie à présent? Je suppose que c'est de le retarder. Parce qu'il espère que plus il le retarde, plus il a de chances d'être déjà mort à ce moment-là. Ou quelqu'un d'autre. Ou bien quelqu'un d'autre. On a déjà vu mourir tellement de personnes dans cette histoire. Le meurtre de Noreen remonte déjà à 35 ans. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'il s'en sorte en toute impunité. Qu'il coule des jours heureux avant que le procès ait lieu? Oui. Encore une affaire pour laquelle il ne va pas payer.
Et si un jury doit un jour décider du sort de Donnie, quelle forme pourrait prendre la justice? Si l'affaire va jusqu'au procès, je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de preuves pour le reconnaître coupable. Si tout repose sur le fait qu'il a fait prendre une certaine assurance vie à sa femme, ce n'est pas assez. Ces preuves sont très anciennes et l'État devra livrer une bataille ardue pour convaincre un jury. Peut-être qu'il s'en tirera. C'est une possibilité. En vérité, l'affaire pourrait bien rester inexpliquée. Tout comme la réponse à une question particulièrement épineuse. Alors, qui est Donnie Rudd? Je crois qu'on s'est tout le temps demandé s'il avait des problèmes mentaux. Mais l'absence de conscience, à mon sens, n'est pas une maladie mentale. C'est juste une façon d'être. Des mensonges perpétuels. Un mensonge en cache un autre jusqu'à ce qu'un autre mensonge soit découvert. Je ne sais pas. Toute l'histoire de Donnie repose sur sa capacité à toujours rebondir. Il repart de zéro et il séduit les gens. Je ne pense pas avoir eu affaire à un meurtrier. J'arrive à savoir quand on essaie de me rouler. On a toujours l'impression que la personne nous vend quelque chose, qu'elle a besoin qu'on croie à son récit. Donnie, par contre, est beaucoup plus détendu que ça. Si je me fais embobiner, alors c'est que c'est vraiment un expert. On a grandi ensemble pendant les 18 premières années de notre vie. On a été éduqués de la même façon, je pense. Et il a pris un autre chemin. Je ne sais pas qui il est ou si je le saurai un jour. Et honnêtement, je ne veux pas le savoir.